Bonjour à tous, bienvenue à cette toute première émission de notre nouveau magazine d'affaires locales Parlons-en qui vous est offert par ccap.tv. L'objectif de l'émission sera de faire la lumière sur divers sujets d'actualité dont nous avons tous entendu parler mais qui conservent encore quelques zones grises. J'aurai l'occasion chaque semaine de m'entretenir avec des spécialistes qui ont accepté de répondre à mes questions afin de dresser un portrait plus précis de différentes situations. Pour briser la glace, on vous parle d'un environnement qui accueille les jeunes de 12 à 17 ans, mais qui garde ses portes closes aux 18 ans et plus, les maisons de jeunes. Bonjour à tous, bienvenue à cette première émission de Parlons-en. Pour briser la glace cette saison, on a décidé de vous parler de quelque chose dont tout le monde a déjà entendu parler, les maisons des jeunes. Eh bien, on va essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des maisons des jeunes et pourquoi elles sont présentes dans chacune des municipalités ou presque au Québec. Et pour en parler, Simon Larouche, Stéphanie Racine et Amélie Aubet. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va démystifier aujourd'hui la réalité des maisons des jeunes au Québec. D'où vient ce concept de maison des jeunes? Bien, les maisons de jeunes sont nées au milieu des années 70 dans une crise socio-économique, en fait, où les communautés s'étaient regroupées pour demander des nouveaux services sociaux pour les adolescents de 12 à 17 ans pour faire de la prévention beaucoup plus. Et c'est là que sont nées les maisons de jeunes. Elles ont été créées vraiment par des groupes d'adultes et des groupes de jeunes. Mais c'est dans les années 76, en fait, qu'on a été un peu plus reconnus par les ministères, où on a été financés. Les premières maisons de jeunes ont été financées à Québec. On en a 2 qui sont nées ici. Et c'est là qu'est née vraiment la mission Maison de jeunes. Maintenant, on peut compter environ 200 maisons de jeunes dans tout le Québec. Et à Québec, entre Portneuf et Charlevoix, on a 36 corporations et environ 52 points de service. Des corporations, donc des regroupements qui gèrent une série de maisons de jeunes. Corporation, c'est une maison de jeunes qui peut peut-être avoir un point de service, donc une deuxième maison de jeunes, une autre tentacule, on va dire, qui est liée à sa maison. Avant le concept d'MDJ, les jeunes de 12-17 étaient laissés à eux-mêmes, Mais il n'y avait pas de services sociaux qui étaient adaptés par rapport aux jeunes, et c'est surtout que la famille, l'école ne répondaient plus aux besoins des jeunes, et la rue, c'était le milieu qu'ils fréquentaient le plus, donc on avait besoin de leur créer un milieu où ils pouvaient se retrouver, échanger, créer des projets, et surtout avoir des outils pour pouvoir devenir des adultes créatifs, actifs et responsables, d'où la naissance des maisons de jeunes. Là, ce qu'on propose avec les MDJ, c'est de les laisser se développer dans cette voie-là, dans un encadrement qui est celui des MDJ. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on offre aux jeunes, c'est un milieu sain où il va pouvoir se développer avec des animateurs qui seront des références et des modèles pour eux, avec lesquels ils vont pouvoir créer des liens. Et pour quelles raisons est-ce que, selon vous, dans le fond, les jeunes qui fréquentent vos milieux y sont? Bien, ils sont là pour plein de raisons. Ils sont là parce que chez eux, à la maison, les parents veulent pas qu'il y ait plein d'amis, par exemple. C'est qu'ils vont là pour se rejoindre leurs amis, avoir un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Et à long terme, ils vont là aussi à cause du lien qu'ils créent avec l'animateur intervenant. C'est toute l'importance là, des animateurs intervenants qui sont présents. Le prétexte premier de fréquenter une maison de jeunes, souvent, ça va être le local, ça va être les équipements qu'on a, par exemple, la table de poule, la table de ping-pong, les jeux de société, les consoles de jeux vidéo. Mais tout ça, c'est vraiment des prétextes pour nous, pour créer un lien avec le jeune, pour qu'il soit intéressé à venir au milieu d'accueil au début. Et après ça, de jaser avec lui, d'échanger, et là, d'en venir à développer un lien significatif avec eux. Et là, on va beaucoup plus loin. Après ça, ils partagent des moments de vie, etc. Et c'est là tout le volet prévention là, qu'on réalise à travers ça. Dans le fond, cet endroit où on les accueille, c'est un endroit où les jeunes s'en viennent, passer un moment sans aucune obligation. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est beaucoup ça qui définit les maisons de jeunes aussi. On est un milieu de vie volontaire. Donc, les jeunes viennent parce qu'ils ont envie de venir. Donc, ils viennent de leur propre gré, en fait, et de leur choix. Donc, ça peut faire qu'une soirée, on va avoir 20-30 jeunes. Une soirée, il va en avoir quelques-uns. Donc, ça peut changer comme ça. Puis, c'est parce que vraiment, c'est leur propre gré. En fait, on va beaucoup partir des activités qui vont être selon les jeunes qui sont là. Donc, on va souvent pas imposer une activité, à moins qu'elle soit vraiment dans le calendrier et créée par les jeunes. On va y aller avec les jeunes qui sont là, puis on va être là avec eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Puis c'est sûr que c'est un milieu de vie animé,
Donc, il y a toujours 2 personnes qui sont formées, 2 animateurs intervenants qui sont présents sur le plancher, qui sont remplis d'idées, remplis d'énergie pour être avec le jeune, pour lui parler, l'écouter, s'intéresser à lui. Il y a, comme Stéphanie mentionnait, toutes les installations qui sont là aussi, qui permettent, qui sont un moyen un peu d'entrer en lien. On va jouer une game de pool, puis là, on peut parler des sujets, on peut parler de l'actualité, on peut parler de ce que le jeune vit à la maison, etc. Et puis de là, il y a toutes sortes de choses qui s'organisent. On peut dire hey, « j'aurais le goût de partir en voyage » ou n'importe quoi. Puis des projets peuvent naître ou un projet de spectacle ou n'importe quoi. Tout devient possible, en fait. Mais on est toujours à l'écoute de ce que le jeune veut. Puis on fait du pouce avec ça pour lancer des projets puis pour... Vous avez une belle programmation, autant pour d'activités, dans le fond, prévues, mais il y a aussi beaucoup de soirées à thématique libre. Donc, les jeunes viennent, ils font ce qu'ils veulent. Puis je parlais d'encadrement aussi, c'est justement la présence de cet adulte significatif qui est là. Tu sais que les gens ont peur à l'occasion, bon, les consommations, à la MDJ, j'ai un jeune de 12 ans, il va être en contexte avec une personne de 17 ans. Est-ce que ce mélange-là, ça se fait bien? Vous le vivez au quotidien? Comment ça se passe? En fait, ça se vit super bien, la différence. Tu as nommé différentes choses. La différence d'âge se vit très bien, étant donné que la plupart des jeunes qui sont plus vieux, donc 16-17 ans, sont des jeunes qui fréquentent depuis l'âge de 12-13 ans. Donc, ils ont appris à vivre dans le milieu de vie, se sont adaptés aussi aux valeurs, ils les ont incarnées. Donc, quand ils voient arriver un jeune de 12-13 ans, ils vont agir vraiment comme des modèles positifs. Ils vont intégrer le jeune souvent dans les activités parce qu'ils l'ont vécu, puis ils deviennent un peu, Stéphanie mentionnait un exemple tantôt, ils deviennent quasiment des co-animateurs avec les animateurs, puis donc intègrent les jeunes dans la dynamique de vie. Tu parlais de la consommation, c'est très important de nommer les valeurs qu'il y a en maison de jeunes. Oui. Mais en fait, la sobriété pour nous est une valeur, l'implication, le respect. La plupart des maisons de jeunes ont une tolérance zéro, donc les jeunes en état de consommation ne sont pas autorisés à venir profiter des installations, profiter du milieu. On reste présent pour eux, d'une certaine façon, on leur offre l'écoute, tout ça, on fait les interventions qui ont besoin d'être faites, mais on les laisse pas être dans la maison des jeunes, en fait. Ça, sur toutes les maisons des jeunes du territoire, dans les activités non plus. On les laisse pas être là en état de consommation. Voilà, c'est ça. Comme on le disait tout à l'heure, le jeune qui arrive dans cet état ne sera pas repoussé la première fois, il va être encadré. Par contre, les récidives ne seraient pas permises. C'est ça, on n'accepte pas le jeune à l'intérieur de la bâtisse en état de consommation. Ça ne veut pas dire qu'on va lui claquer la porte au nez s'il arrive et qu'on voit qu'il a consommé. On va bien sûr discuter avec le jeune et lui faire comprendre que s'il n'était pas en état de consommation, il pourrait profiter. Donc les jeunes prennent conscience que leur consommation est un frein à leur vie sociale, à leurs activités. Et c'est bien intégré. En plus, au bout du compte, ça n'arrive pas si souvent que ça. Quand tu as une équipe stable et que ça va bien puis que les jeunes connaissent bien les règles de vie, les habitudes de vie, ils se présentent tout simplement pas quand ils ont consommé. On n'a pas tant d'interventions comme ça à faire. Ça fait que non, effectivement, les jeunes qui sont dans le milieu, c'est les jeunes qui sont en pleine possession de leurs moyens, là, effectivement. Je pense que les jeunes vont être plus confrontés à la consommation peut-être proche de l'école ou dans leur quartier, mais dans la maison des jeunes, ça n'est pas permis du tout et c'est contrôlé. J'ai envie de dire qu'au contraire, tu sais, la maison des jeunes avec les adultes significatifs qui y sont versus le parc où ils sont laissés à eux-mêmes. J'ai un exemple la semaine dernière, 2 jeunes qui rentrent à la maison des jeunes. Ça consomme au skatepark. Donc là, ils étaient insécures avec ça. Ils rentrent à la maison de jeunes, c'est un lieu sécuritaire pour eux. Ils nous parlent de ça, qu'est-ce qu'ils vivent avec ça, qu'ils trouvent ça dommage de ne pas pouvoir pratiquer leur sport, tout ça. Donc, on les outille un peu, comment ils peuvent s'affirmer, comment ils peuvent nommer les choses. On peut faire des interventions avec eux, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça devient un lieu sécuritaire aussi pour le jeune, puis un lieu où il peut aller chercher des outils aussi pour s'exprimer positivement dans sa vie, puis faire face à certaines choses qui peuvent se présenter. Là. Et comme l'a dit Simon, il y a vraiment des règles dans la maison des jeunes. C'est pas une maison où on vient, on fait ce qu'on veut. La règle principale, c'est le respect sous toutes ses formes. Donc, respect d'autrui, respect du matériel, respect des lieux. Et à partir du moment où tu respectes cette règle, ta maison t'appartient et tu en fais ce que tu veux. Pour des jeunes qui sont dans une période de transition, questionnement, recherche, et le parent n'est plus nécessairement la principale ressource pour le jeune à cette époque-là. T'sais, personnellement, j'ai un jeune, il a 11 ans, j'essaie d'avoir des conversations, j'essaie d'être un bon parent. Si je parle de sexualité, il se referme, puis j'ai l'impression que je suis pas la personne avec qui il voudrait en parler. Est-ce que dans vos positions, justement, puisque vous êtes en MDJ, vous passez du temps avec eux, vous ne devenez pas pour eux la personne à qui ils sont plus à l'aise de se confier?
Oui, parce que c'est sans jugement. Puis, tu sais, les jeunes ne veulent pas, ça fait partie de leur développement aussi, là, de s'opposer à leurs parents ou de trouver que leurs parents sont comme dans une autre génération et qu'ils sont pas là. Puis pourtant, on fait partie de la même génération. Moi aussi, j'ai des adolescents. Mais quand on est intervenant puis qu'on a un lien avec eux autres et que là, il y a plus cette espèce de barrière-là de protection du parent, on se le cachera pas. Ton jeune t'arrive, se met à te parler de consommation. Ah, là, hey, j'ai des questions à te poser. Puis là, exactement. Et là, tu risques plus comme parent d'encadrer, de pas vouloir qu'ils sortent ou qu'ils fréquentent tel ou tel ami. Ils vivent pas ça en maison de jeunes parce que là, ils se retrouvent justement, ils peuvent en parler ouvertement avec les intervenants qui n'auront pas cette espèce d'aspect de protection-là, mais qui vont passer, par exemple, beaucoup de messages que les parents seraient bien contents aussi d'avoir un appui. Et quand ça vient de la bouche aussi de quelqu'un d'autre, bien, ça, souvent, pour l'adolescent, c'est plus facile à recevoir et plus facile à se remettre en question. Et on peut travailler plein de choses, là, rendu là. En maison des jeunes, il n'y a aucun tabou. C'est facile, c'est qu'un jeune qui a envie de parler de ce qu'il vit au niveau de sa sexualité, de sa consommation, de sa vie de famille, l'école, tout, il n'y a aucun tabou, donc il va pouvoir nous en parler, on sera là pour l'écouter, pour l'orienter, le guider. Alors que quand on doit parler de sa sexualité à ses parents, on a toujours un frein, c'est normal aussi. Donc c'est là où on devient significatif, c'est que le jeune a tendance à se confier à nous et à vraiment avoir confiance en nous pour pouvoir nous avouer vraiment tout ce qu'il vit dans sa vie. Et c'est là où notre travail est important. Et ça nous arrive même des fois d'aller plus loin que dans la maison des jeunes. Des fois, peut-être apporter un jeune au CLSC s'il y a besoin. Mais en fait, on est un milieu de référencement beaucoup. En fait, la mission première, c'est vraiment être le milieu de vie animé. Si on a un jeune qui a besoin, on va être là pour l'écouter, mais on va être surtout là pour le référencer dans les autres organismes qui vont avoir besoin. On est en lien avec les travailleurs de rue, on est en lien avec tous les autres organismes jeunesse, là, que ce soit pour l'accueil, l'école, tout ça. Donc, on va référer le jeune à l'organisme qui va être plus en mesure de donner les services. Nous, on est plus un milieu de vie. On va être là pour écouter le jeune entièrement avec ses problèmes, tout ça. Sauf qu'il y a une certaine limite qu'on va référer à d'autres organismes qui vont être en mesure d'aider les jeunes. On est en première ligne, en voilà. fait. On est la première endroit et après ça, effectivement, on va s'adapter selon les besoins des jeunes, selon la problématique qu'ils vivent. Là. Et là, on va aller chercher du soutien à l'extérieur là, pour l'accompagner dans sa problématique parce qu'on est vraiment un milieu de prévention et de sensibilisation avant tout. Là. Quand on n'est plus capable d'aider un jeune dans ce qu'il vit, on va pouvoir le référencer. Nos animateurs sont vraiment formés. C'est pas des gens qu'on prend, c'est pas des bénévoles ou des gens qu'on prend dans la rue. Non, c'est des vraiment... gens qui arrivent avec des qualifications aussi. Là. Mais on va aussi aider les parents des fois quand ça nous arrive que des parents nous contactent en nous disant c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans la maison des jeunes? Je sais que mon fils fréquente votre organisme et j'ai remarqué qu'il a changé de fréquentation, j'aimerais en savoir plus. Là, notre rôle, ça va pas être de dire ce qui se passe complètement dans la vie du jeune parce qu'on a un lien de confidentialité avec notre ado. Donc, on va inciter le parent à discuter directement avec son fils et à l'enfant directement d'en parler avec le parent. Donc, nous, notre rôle, c'est un peu de faire médiateur et de conseiller, d'orienter pour qu'il y ait vraiment une communication qui s'installe entre le parent et le jeune. Et on peut référer à ce moment-là le parent, entraide parents. Simon parlait d'autres organismes. C'est là qu'on va... On a aussi beaucoup de dépliants informatifs. On connaît c'est quoi les ressources du milieu parce qu'on travaille tout en concertation. Alors, à ce moment-là, c'est facile pour nous là, de référer et d'accompagner le parent dans ce qu'il vit aussi. On sait que c'est une période très difficile là, aussi pour les parents. Là, on se le cachera pas. C'est un bout où ton ado te rejette beaucoup. Tu perds un petit peu le contrôle, etc. Puis, tu sais, là, faut que tu laisses un petit peu de lousse sur la corde, mais il faut pas t'allocher non plus. C'est que, tu sais, comme parent, où aller se positionner. C'est une période difficile, on se le cachera pas. Il y a des ados qui la traversent plus aisément que d'autres. Mais effectivement, des fois, les parents ont aussi besoin de soutien et on va plus les accompagner, les référer à ce moment-là parce que on doit conserver notre lien avec le jeune et c'est ça qu'on le dit. Tu sais, pour vous aider, il faut que je conserve ce lien-là, puis aller plus loin avec votre jeune. Pour aller là, il faut qu'il ait confiance en moi puis que je lui partage pas qu'est-ce qu'il me confie, là, ça va de soi. Par contre, en équipe, on le fait et effectivement, c'est important de le faire aussi parce qu'on travaille tous avec lui. Là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, après un certain temps, en fait, les adultes présents dans la MDJ, oui, vous êtes figure d'autorité, mais puisque de façon générale, j'imagine ce que vous faites, c'est animer le milieu, s'assurer que les jeunes ont du fun, bien, cet adulte-là finit par se fondre dans le groupe avec les jeunes, puis là, les conversations doivent y aller plus facilement, plus ouvertement, du moins. C'est sûr qu'au début, quand les jeunes arrivent, ils voient des adultes dans une maison et
Des fois, ils ne connaissent pas le concept aussi, maison de jeunes, donc ils ont un peu plus de réticence à nous parler ou à se confier. Et au bout d'un moment, quand on va commencer à jouer au ping-pong, au billard avec eux, qu'on va avoir des échanges qui vont être dans notre vie quotidienne, puisque la maison de jeunes, c'est une mini-maison, donc on a une cuisine, on va faire à manger avec eux. Quand tout ça, ça commence à prendre vraiment la place sur notre rôle, le jeune oublie qu'on est des adultes, on reste à un rôle d'autorité, on reste des adultes référents pour eux, des modèles, mais on n'a pas le rôle d'adulte méchant, qui contrôle et qui cadre, c'est ça. C'est ça qui C'est le rôle impose les différent, règles. écoute, de gérer les sorties, de gérer ce que... Avec nous autres, on a le beau rôle, là, finalement. Mais on a quand même les règles, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré qu'on a le beau rôle, on a quand même les règles et le cadre. Et les jeunes, quand ils viennent en maison de jeunes, si la maison, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, si elle était trop libre, on n'aurait pas autant de jeunes que ça. Parce qu'ils viennent chercher quand même un cadre et une structure. Et on leur offre ça. Elle est peut-être un peu plus souple qu'à la maison pour certaines, ou un peu plus dure qu'à la maison pour certaines. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on offre un cadre aux jeunes. Je pense que c'est un petit peu une extension de leur chambre où il y a de la vie, dans le sens où mes parents, mes frères, sœurs, là, j'en ai peut-être jusqu'ici, je vais aller à un endroit où je vais pouvoir me faire ce que je veux sans me faire déranger. La MDJ est là pour ça. Donc, la première raison qui amène les jeunes à vous visiter, c'est vraiment le milieu de vie que vous proposez, l'ambiance qu'on trouve, le plaisir qu'ils peuvent avoir là-bas, puis les différentes activités proposées. Ça, c'est, je crois, l'étape numéro 1 qui amène les jeunes chez vous, puis qui vous permet ensuite de faire différentes interventions. Puis, Simon, tu me disais, vous avez fait un sondage à votre MDJ pour savoir qu'est-ce qui attirait les jeunes chez vous, puis les résultats sont un peu différents de ce que je viens de dire. Hein? Oui, bien en fait, là, ce qui ressort, c'est vraiment que les jeunes, au début, viennent pour le milieu, les installations, tout ça, mais rapidement, ils viennent plus pour le lien qu'ils ont avec les animateurs intervenants, donc avec l'équipe. Ils viennent voir l'équipe, ils viennent parler de ce qu'ils vivent et tout ça. Et puis à partir du moment où le lien comme ça est installé, bien, c'est là que la prévention devient possible. C'est là qu'il devient possible de faire des projets incroyables avec les jeunes parce qu'ils viennent rechercher ce lien-là, ils viennent nourrir ce lien-là. Puis c'est de là aussi que ça devient difficile quand on perd des gens dans notre équipe parce que là, le lien se brise et tout ça. Donc c'est pour ça que nous, on se bat beaucoup pour amener une stabilité aussi. Parce que tout le concept de maison de jeunes est basé sur ce lien-là. Puis on le voit vraiment quand, justement, dans ce sondage-là, c'est ressorti. Parce que les jeunes disent la cause première qui viennent, c'est pour voir les animateurs intervenants, voir l'équipe. Donc, Ça, c'est une excellente nouvelle quand va venir le temps de faire de la prévention ou des embarquer dans des projets de plus longue haleine. Et tout ça, on en parle dans quelques instants. Une petite pause, verre d'eau, puis on vous revient. Alors, on est de retour et vous aurez probablement remarqué un petit changement. Simon qui s'est transformé en Mélanie ou Mélanie en Simon. Mélanie Duhem de la Maison des jeunes de Lac-Saint-Charles. Oui. Mélanie, tu joins à nous parce que quand on va aborder le côté financement des MDJ, c'était une professionnelle de... Bien, on est toutes professionnelles parce que dans le milieu, en maison de jeunes, on n'a pas le choix de l'être là, si on veut pouvoir offrir nos services aux jeunes. Donc, on est tous professionnels, mais c'est le fun de pouvoir vous montrer une diversité là, de tous les milieux. Mais avant de s'avancer vraiment là-dedans, parce qu'il y a une sensibilisation à faire auprès des gens, commençons peut-être par l'implication des jeunes directement sur le lieu physique, la MDJ, comment c'est administré, comment c'est géré, tout ça. Bien, les jeunes, déjà, ils s'impliquent au niveau d'une chose, le ménage. Évidemment. La maison des jeunes est nettoyée par les jeunes, c'est leur maison. Mais après, ils s'impliquent sur le conseil d'administration. Toutes les décisions vont être prises avec un groupe d'adultes. Parce qu'on l'a dit au début, c'est vraiment un groupe d'adultes et de jeunes qui gèrent la maison des jeunes. Donc, les ados font partie complètement du conseil d'administration pour les prises de décision. C'est vraiment eux qui façonnent la maison à leur image et à leur couleur. OK. Ils vont avoir accès aux finances aussi de l'organisme, voir c'est quoi les entrées, les sorties, comment on dépense les sous. Il y a tout le volet aussi activité d'autofinancement des jeunes. Il y en a qui se passent plus au niveau du budget de fonctionnement, ou ce que là, c'est plus les membres du CA, selon les milieux, là, qui vont faire des activités avec l'équipe de plus grande envergure. Mais les jeunes sont toujours impliqués à un niveau ou à un autre. Mais il y a vraiment leur créneau aussi, qui est plus les activités de financement de coin de la rue qu'on voit plus, les cantines, les ventes de hot dogs, les lavotos, etc. Alors ça, c'est tout le volet où les jeunes peuvent s'impliquer aussi, ramasser des sous pour participer à des activités. Après ça, des sorties, des voyages qui vont décider avec le reste des jeunes et l'équipe là, quand ils vont faire la programmation. Alors, il y a vraiment un potentiel exceptionnel là, de choses à faire. Là. Puis quand on parlait tantôt d'activités mises en place par les jeunes, des activités de financement, un lavoto, un souper spaghetti et autres, c'est des sommes qui sont amassées par les jeunes, mais qui vont pas nécessairement
dans la trésorerie régulière de la maison. Comment ça fonctionne? Ces sommes-là amassées vont servir à quoi aux jeunes? Bien, à financer leur activité, dans le fond, au bout du compte, là, en Maison de jeunes, on accueille les jeunes gratuitement. Il n'y a pas de frais. Ils viennent, c'est pour tous les jeunes. Dès que le seul critère, c'est d'avoir entre 12 et 17 ans et de respecter la règle de vie qui tourne autour du respect dont on parlait tantôt. Alors, à partir de là, ils peuvent autofinancer leur activité complètement parce que c'est sûr qu'il y a des coûts à ces sorties-là. En même temps, c'est contre notre principe aussi de tout donner tout cuit dans le bec. On veut leur apprendre des valeurs, la valeur de l'argent, et aussi de travailler pour payer leurs choses, etc. Alors, c'est là que l'autofinancement est intéressant, c'est qu'ils peuvent ramasser des sous. Et là, il y a une partie des finances selon l'organisme, selon la façon que c'est géré dans chaque maison de jeunes. Par exemple, chez nous, ils séparent les profits quand on fait une activité d'autofinancement. Il y a une partie qui va dans le compte jeune qu'on appelle, qui va permettre d'acheter du matériel, etc. Et l'autre partie est répartie entre les jeunes qui ont participé à l'activité, qui va être dans une espèce de compte personnel à ce moment-là. Et là, ça s'accumule. Plus ils font de l'autofinancement. Et là, si on va au cinéma, on fait un voyage, une sortie, ils utilisent ces sous-là. Donc, ça ne leur coûte rien. Ça devient gratuit à ce moment-là. Un avantage, c'est que ça met tous les jeunes au même niveau. Un jeune qui n'a pas d'argent parce que la famille est un peu moins aisée qu'une autre, ne se retrouve pas à ne pas pouvoir faire l'activité. C'est vraiment l'implication des jeunes qu'on veut promouvoir, puis comprendre aussi que les réalités des jeunes sont différentes. Donc, chaque jeune doit s'impliquer. Il y a des jeunes qui ont plus de moyens, d'autres moins. Donc, on veut leur faire réaliser ça aussi. Nous, on est financé par l'Agence de la santé et des services sociaux en grande majorité, environ à 80 %. Les maisons de jeunes sont financées par... Je généralise parce que ça dépend vraiment des milieux. Là, idéalement, ça devrait être à 80 %. Le reste, c'est des subventions. Il y a des subventions fédérales. On pense à Emploi Été Canada, qui sont des subventions qui sont données pour engager des étudiants au courant de l'été. On a aussi de l'aide beaucoup des municipalités. Au niveau local, c'est très important parce que, bon, comme on dit, il y a des gens qui sont locataires, d'autres non. Donc, c'est des coûts importants. Puis, ce qui est important de comprendre aussi avec cet apport-là de la communauté puis du local, c'est que pour pouvoir obtenir ce financement-là du gouvernement, il faut pouvoir avoir un certain pourcentage pour être reconnu puis avoir accès à ce financement-là. Il faut prouver qu'on est soutenu, en fait, par la communauté. OK, ce 20 %-là, issu de la communauté, doit être présent et conditionnel à l'obtention du reste de la subvention. On peut perdre notre subvention. Si la communauté ne nous aide plus, on peut perdre notre subvention, puisque le rôle du programme, c'est de soutenir les organismes communautaires et pas de les financer intégralement. Comment est-ce que le milieu peut supporter les MDJ? Il y a plein de manières. Mais est-ce que c'est forcément en argent ou ça peut être en service? Non, mais c'est ça. CCAP est un exemple. C'est en service. Ça peut être des divans. Ça peut être des ordinateurs. Ça peut être vraiment du matériel qui nous sert vraiment tout le temps dans la maison des jeunes. Mais il faut faire attention parce que la communauté nous aide, mais des fois, la communauté nous donne des choses qui ne sont plus utilisables. Donc, il faut rappeler qu'il faut que ce soit encore fonctionnel quand on l'emmène à la maison des jeunes. On est prêt à les accepter et avec grand plaisir, mais il faut que ce soit fonctionnel. Puis, tu sais, malgré cette réalité-là, le fameux 20 % on ne se le cachera pas que dans notre budget global annuel, il y a quand même, c'est la masse salariale là, qui est la plus importante. Et c'est là toute l'importance de revendiquer auprès du gouvernement, entre autres, le fameux 80 % parce qu'il est loin d'être atteint. Là. Je pense qu'il n'y a même pas une maison de jeunes qui est dans ce créneau-là, alors que c'est quelque chose que lui-même a reconnu il y a quelques années, que pour qu'une maison de jeunes soit à son plein potentiel de fonctionnement, il devait avoir un apport de 80 % du gouvernement et de 20 % Là, on est plus dans des taux, selon les milieux, de quoi, 20 le contraire, même, souvent. Alors là, c'est là que, en ce moment, il y a une campagne en cours. Je pense que Mélanie voulait nous en glisser un mot. Oui, bien c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on est en campagne de mobilisation parce que le gouvernement reconnaît le besoin et le sous-financement des organismes communautaires. Donc, à l'unanimité, tous les partis l'ont reconnu. On n'arrive pas à suivre l'indexation. On ne reçoit même pas l'indexation du coût de la vie à chaque année. Donc, on s'appauvrit à chaque année. Et on est déjà sous-financé. Donc là, il y a une crise. C'est sûr que là, on sait que dans le contexte actuel, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça, donc on revendique au gouvernement de réagir face à ce sous-financement-là qui menace les services qu'on offre à la population. C'est ça que j'allais dire, ce que ça a comme impact, et nous, on l'a tous vécu dans nos organismes. Je pense qu'on a tous perdu des heures d'ouverture. C'est qu'à un moment, on est obligé de faire un choix, c'est que soit
on arrête de payer nos animateurs, soit on est obligé de couper un minimum dans nos services pour pouvoir continuer à avoir une vie stable. Ce que Simon disait tantôt, tu sais, toute l'importance du lien avec l'animateur intervenant, c'est là que ça devient dramatique parce qu'il y a du roulement, on se le cachera pas, il y a beaucoup de roulement au sein des équipes parce que les conditions, on n'a pas des postes à temps plein, les conditions Puis on l'a dit tout à salariales. l'heure, quand même, les gens qui sont en poste, c'est des gens qui ont étudié. C'est des gens c'est formés. des gens qui sont formés, qui ont des formations, qui ont des études, donc probablement des prêts étudiants aussi à rembourser éventuellement. Puis après un temps, tu Exactement. dois aller plus loin. Quand on sait qu'un $1 investi en prévention, ça fait sauver de 7 à 10 en soins de santé curatifs, et il me semble que l'équation, ça va de soi. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans si on continue à couper puis on continue pas à faire le travail qu'on fait là, qui en plus, on préfère tellement plus si on nous finançait à la hauteur des besoins. C'est ça qui est alarmant là, dans la situation actuelle. Le rôle des maisons de jeunes, c'est d'offrir un bagage à nos jeunes, leur offrir un sac à dos avec toutes les aptitudes possibles pour prendre les meilleurs choix sains dans leur vie, pour qu'ils puissent avancer comme des adultes actifs, critiques et responsables. Donc, c'est ça. Notre rôle, c'est de leur donner le bagage nécessaire pour pouvoir avancer dans leur vie. On a des jeunes qui ont commencé à 12-13 ans, à commencer à faire partie du conseil d'administration. Et moi, j'en ai un comme exemple qui est resté jusqu'à 28 ans. Il a quitté la maison des jeunes pendant 5 ans. Il est revenu en tant qu'adulte pour continuer à donner dans sa communauté. Et c'est un adulte créatif, actif et responsable, c'est sûr et certain. Il a eu le plus beau bagage pour pouvoir grandir et avancer dans sa vie. Bien, vous avez une mission une mission sociale qui est intéressante, qui est importante. On va espérer que le message avec l'émission d'aujourd'hui va passer un peu mieux et que ça vous aidera dans vos efforts de mobilisation. On peut aussi faire appel aux jeunes de MDJ à l'occasion pour de menus travaux, c'est possible? Oui, ben par exemple, rien que pour des ramassages de canettes, quand vous en avez bien trop et que vous voulez pas les emmener à l'épicerie, appelez-nous, on viendra vous aider pour les ramasser. En tout cas, on vous invite à visiter les pages Facebook parce que des initiatives comme celle-là, ça peut aider beaucoup parce qu'évidemment, il y a un côté financement là-dedans. J'imagine que vous en avez tous. Du côté de Lac-Beauport, il y a évidemment le défi Le Talent qui s'en vient pour novembre, donc on vous invite à surveiller ça aussi. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Simon, merci. D'accord, là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Parlons-en. On vous parle de l'état de nos rivières et lacs sur le territoire.